Ce genre de rencontre est indispensable parce que ça permet d'abord de rassembler dans un même espace des gens qui sont censés travailler sur une problématique commune, la lutte contre le terrorisme essentiellement, dont on a pu voir que c'était devenu un fléau transfrontalier qui ne concernait pas qu'une catégorie de pays ou un certain nombre de pays, mais d'abord d'une part en Afrique, une grosse partie de l'Afrique de l'Ouest, du Maghreb et de l'Afrique centrale désormais, et que évidemment ces problématiques-là aussi ont une importance vis-à-vis des pays partenaires du continent, qu'il s'agisse de l'Europe, des États-Unis essentiellement. Et on s'aperçoit sur le terrain qu'il y a encore assez peu de coopération de fonds pour lutter, encore une fois, contre ce fléau qui est le même qu'on parle de Daesh, qu'on parle de Boko Haram, qu'on parle d'Al-Qaïda et des quelques entités qui existent entre la Libye, par exemple, et le sud de l'Algérie. Les ressorts sont les mêmes. Ils profitent des mêmes carences dans tous ces pays-là. Et donc, il y a plusieurs aspects. Un aspect sécuritaire qui est évident, et cet aspect sécuritaire ne peut fonctionner que s'il y a une vraie synergie entre tous les services et un échange de renseignements, un échange d'expertise qui soit total, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et le deuxième point qui est très important, c'est évidemment le développement qui permettra, encore une fois, aux populations de pouvoir s'émanciper, trouver ce dont elles ont besoin dans chacun des pays pour éviter à ces Boko Haram et Daesh de profiter de cette situation et de capter des gens qui sont tellement dans le besoin ou qui sont tellement en difficulté qu'ils portent une oreille attentive à leur discours, ce qu'ils ne feraient pas s'ils étaient dans une autre situation dans leur propre pays. À mon avis, l'efficacité, elle réside surtout, encore une fois, dans ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire de permettre à des gens qui ne se connaissent pas, de se découvrir et de pouvoir échanger. La grosse difficulté, encore une fois, de cette guerre globale contre le terrorisme, qui n'est pas du tout ce qu'ont voulu en faire les Américains, par exemple, à la période Bush, c'est de créer des synergies qui doivent exister. Et pour ça, on s'aperçoit effectivement qu'il y a parfois de manque de confiance entre différents pays qui ont une histoire un petit peu compliquée sur le plan politique, par exemple entre les Marocains et les Algériens, mais pas seulement. Et donc on s'aperçoit que quand on arrive à dépasser ce stade-là, les gens qui sont responsables de ces problématiques-là découvrent qu'en fait leur intérêt commun est bien supérieur à leur divergence politique, économique, etc. Et donc effectivement, quand ils ont l'occasion de se réunir, comme on peut le voir là, de discuter, de pouvoir approfondir, quitte à se revoir derrière, ça ne peut être qu'intéressant. Après, en revanche, c'est vrai que sur le fond, on n'a pas beaucoup progressé, les panels sont parfois intéressants. On constate que certains représentants de pays ne sont pas vraiment au niveau où on les attendrait à ce niveau de responsabilité et à cette sensibilité sur ces sujets-là. Et donc voilà, il y a encore beaucoup de travail, il faudra plus d'éditions, mais ce n'est pas tellement ces forums qui font que la lutte contre le terrorisme et toutes les problématiques de paix et de sécurité vont progresser, c'est la coopération, encore une fois, entre tous ces États-là. Ça fait partie, je pense que ça fait partie de la vocation du Sénégal parce que le Sénégal d'abord s'entend bien avec tout le monde. Si vous décidiez d'organiser ce type de forum, encore une fois on en revient à ce dont on a parlé tout à l'heure, à Casablanca ou à Marrakech ou à Alger, vous allez vous apercevoir qu'il y a des gens qui ne voudront pas venir parce que voilà, il y a des tensions politiques. Le Sénégal s'entend bien avec tout le monde, le Sénégal sait organiser ce type d'événement. Moi je ne connaissais pas par exemple le centre de conférence et je le découvre et effectivement il y a toutes les capacités et tout ce qu'il faut pour que les gens se sentent bien et puissent travailler vraiment bien. Et puis voilà, vous êtes mieux placé que moi pour savoir que c'est un pays accueillant, ouvert, et que si on se place sur la problématique sécurité, il est vrai, on peut retourner le problème dans tous les sens. Tous les pays sont concernés, tous les pays peuvent être frappés, mais il y a un certain nombre de pays qui ne le sont pas. Au jour d'aujourd'hui, le Maroc ne l'est plus. Ça veut dire que ses services travaillent efficacement, parce qu'on ne peut pas penser que le Maroc échappe à cette menace-là. Le Sénégal ne l'est pas encore, alors que des pays comme la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, le Niger, etc. ont tous été frappés, et que dans le cas par exemple de la Côte d'Ivoire ou du Burkina, ce n'étaient pas les premiers visés, en tout cas ce n'était jamais arrivé. Il faut reconnaître que visiblement ici, alors qu'il y a tout ce qu'il faut pour attirer les terroristes, et pour qu'ils aient envie de frapper, une destination touristique, une population expatriée assez importante, des Occidentaux, bon bref, il n'y a aucune raison que le Sénégal ne soit pas touché, si ce n'est que apparemment le travail de fond est fait et bien fait. On peut voir les mesures de sécurité qui sont poussées à un niveau assez élevé.
Et puis après, il y a l'autre partie du travail qui est le travail des services de renseignement qui visiblement font bien leur travail. Ça ne veut pas dire que le Sénégal est prémuni contre ça, mais en tout cas, une partie du travail est bien faite. Visiblement, ce n'est pas que vis-à-vis de la France, puisque depuis qu'il est arrivé, ça a été un des seuls chefs d'État africains à être reçu aux États-Unis par Barack Obama en tête-à-tête. Je ne parle pas de la fois où il a réuni tout le monde pour un dîner. Il a une visite officielle au Sénégal, en France. Il a été reçu en Chine. Bref, visiblement, d'une part, encore une fois, le Sénégal a un rôle un peu de modèle de développement et surtout de modèle démocratique en Afrique. Ce qui est, d'abord, en Afrique de l'Ouest, c'est de plus en plus le cas. On a pu le voir avec les élections en Gambie très récemment, alors qu'on ne s'y attendait pas. Mais par exemple, dans une autre partie de l'Afrique centrale, ça ne bouge pas de ce point de vue-là. Et il est vrai que l'épisode de 2012, la défaite d'Abdoulaye Wade, reconnue, apaisée, tranquille, la mobilisation de la société civile, etc., font que le Sénégal, qu'il a souvent été dans son passé, est vraiment devenu, comment dirais-je, un modèle de démocratie apaisée, très représentatif de ce que les amis du continent voudraient que l'Afrique devienne, mais de manière généralisée. Puis par ailleurs, il a une diplomatie, je pense, qui est plus apaisée que celle du président Wade, qui était à la fois très investi dans beaucoup d'éléments, notamment dans certaines crises en Afrique, mais parfois trop, parfois mal. Je pense à la Guinée notamment, à la période d'Addis Camara, etc. Il a pu heurter un certain nombre de sensibilités, ce qui n'est pas du tout le cas du président Macky Sall. Très franchement, il n'y a pas de problème sur le fond parce qu'on n'est pas arrivé comme un cheveu sur la soupe, ça a été préparé d'assez longue date. Notre père reste le patron du groupe, a un œil attentif sur ce qu'on fait. Il y a aussi un changement générationnel qui fait qu'on n'a pas forcément les mêmes visions du développement des pôles médias. On s'est beaucoup occupé du digital, on s'est aussi beaucoup occupé de l'événementiel et de l'organisation, par exemple du Africa CEO Forum qu'on organise tous les ans en réunissant les acteurs du secteur privé africain. Donc il n'en a pas pris ombrage. Au contraire, lui avait la volonté qu'on se diversifie et qu'on progresse et qu'on se développe. C'est le cas depuis 5-6 ans, donc il n'a pas de raison de dire que c'est plus ou moins bien fait. Après, il est évident qu'on n'a pas toujours la même, façon de travailler ou de voir les choses, notamment vis-à-vis de ce qui reste son bébé, c'est-à-dire l'hebdomadaire. Mais à la fois les résultats en termes de vente, de chiffre d'affaires et de contenu font que voilà, c'est accepté par tout le monde. C'est sûr que Jeune Afrique n'est pas exactement la même chose et le même média qu'il était avant. Il a évolué avec son temps. Mais ça se passe très bien, on discute beaucoup avec lui, il nous laisse faire. Il a parfois quelques domaines dans lesquels il est soucieux d'intervenir, il continue à faire son édito, il continue à venir au bureau tous les matins, il participe aux réunions de rédaction, c'est nous qui nous en occupons, mais il reste vigilant et on échange beaucoup avec lui de manière à ce que la transition se passe très bien. Ça ne veut pas dire que le print n'existera plus, ça veut dire que maintenant il doit y avoir une synergie entre ce qu'apporte le print et ce qu'apporte le digital et Internet, et les deux doivent se compléter pour que ça fonctionne. On a à cœur de conserver ce qu'est l'hebdomadaire, tout en évidemment développant nos sites Internet, nos applications, parce que évidemment c'est l'avenir et que ça permet aussi de toucher un public beaucoup plus large, et on le voit avec nos audiences, voilà, on peut toucher à la fois la diaspora, à la fois ici. Le développement de la téléphonie mobile fait que c'est très facile et que ça permet de pallier à certaines carences de distribution.